Maintenant, on va voir la correction de la série d'électricité dans la session de juillet 2015. Dans cet exercice, on a les résistors, les condensateurs et les bobines sont parmi les composants essentiels entrant dans la composition de plusieurs appareils électroniques qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Le but de cet exercice est de déterminer les deux grandeurs caractérisant une bobine et l'étude d'un circuit électrique oscillant librement pour déterminer la capacité d'un condensateur. Premièrement, on commence par petit 1, réponse d'un dipôle RL, un échelon de tension ascendant. Le circuit de la figure 1, donc si on a la figure 1, qui représente un générateur idéal de tension de force électromotrice E, une bobine d'inductance L et de résistance interne petite r, un résistor de résistance grande R est égal à 90 ohms, un interrupteur K, on ferme l'interrupteur à l'instant T est égal à 0, le suivi de l'évolution des tensions IR, c'est-à-dire aux bornes du résistor, et aux bornes de la tension IPN, aux bornes du générateur, permet de tracer les courbes IR de T IPN de T de la figure ci-dessous. Donc si on a deux figures, on a deux courbes. La figure 2, ça représente la première courbe. Et la deuxième courbe, c'est une droite. Et la première courbe. L'une représente IR de T. Et la deuxième, bien sûr, ça représente le IPN de T. C'est-à-dire la tension aux bornes du générateur. Donc dans la première question, on vous demande de recopier sur la copie le schéma du circuit de la figure 1 et représenter dessous la tension UR en convention récepteur. Donc lorsqu'on dit convention récepteur, c'est-à-dire la tension et le courant ont le même sens mais de sens opposé. Donc le même signe de sens opposé. Donc si on prend ici le sens de I, donc on a ici le sens de I représenté en rouge dans le circuit, si on a toujours le sens du courant. Pour le sens de UR, c'est aux bornes des résistors. Donc, en convention récepteur, donc le sens c'est opposé. Donc, on aura ici le IR de T. Donc, la tension aux bornes des résistors. La deuxième question, par exploitation, bien sûr, de deux commandes de la figure 2, déterminer la force électromotrice E du générateur. La force électromotrice du générateur. On sait que puisqu'on a ici la tension IPN. Au bord du générateur, on a IPN de T est égal à E. Donc E, ça représente la force électromotrice du générateur, puisqu'un générateur idéal de force électromotrice E et de résistance interne nulle. Donc on aura le IPN est égal à E, bien sûr est égal à une constante. Donc quel que soit le temps, donc la tension IPN reste constante. Donc si on observe les deux courbes, c'est-à-dire la courbe 1 et la courbe 2. Donc la courbe constante, c'est celle qui représente IPN. Donc ici, on aura le IPN qui est égal à E. Et on va voir maintenant ici, on a 1 volt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, on a E est égal à 10 volts. Donc E est égal à 10 volts. Donc ça, c'est pour la valeur de la force électromotrice du générateur. Maintenant, on passe à la deuxième question, c'est petit b, c'est-à-dire la question petit b, la valeur de la constante des temps. Donc, la constante des temps, soit on la détermine par calcul, soit par graphiquement en utilisant la tangente à l'instant t est égal à 0. Donc, on trace la tangente à t est égal à 0. Donc, la tangente, on la représente comme ça. La tangente à t est égal à 0. C'est-à-dire la tangente à la courbe. On trace, donc c'est presque celle-ci. Donc la tangente à t est égale à 0. Et si on a l'asymptote à la courbe, puisque ici on a la deuxième courbe, ça représente le UR de t. Donc l'asymptote, donc on se coupe en un point qu'on projette. Donc on projette ce point sur l'axe horizontal et on trouve la valeur de temps. Donc on trouve dans ce cas-là, graphiquement, après le graphiquement, on a taux est égal, bien sûr, à 2 millisecondes. 2 millisecondes est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 3,
secondes. Donc, ça, la valeur de la constante du temps τ. La deuxième question, la résistance R de la bobine. Donc, pour déterminer cette résistance R, puisqu'on connaît si on a le R de T, ici on a le IPN de T, ici on a le E est égal à 10, ici on a la valeur maximale de IR de T, c'est 9. Donc, ici on a 9 qui représente le IR max, c'est-à-dire au régime permanent. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, donc si on revient maintenant par exemple pour la courbe, la figure 1, donc la figure 1, on aura ici le ER de T, ici on a le IL de T, ici on a le E. Donc on a le IR de T plus IL est égal à E, d'après la loi d'additivité des tensions, d'après la loi d'additivité des tensions, on a deux points, c'est-à-dire E est égal à UR de T plus UL de T, c'est-à-dire la tension aux bornes du résistor et la tension aux bornes de la bobine. Donc avec UR de T est égal à R fois I de T et UL de T est égal à RI de T plus LDI de T. Donc ça c'est dans le cas, quel que soit T. En régime permanent, donc lorsque la tension IR de T atteint le maximum, c'est-à-dire on a le I de T, en régime permanent, est égal par exemple à la valeur max est 0. On aura dans ce cas-là que UR de T est égal à R I0 est égal à UR max. Et UL de T est égal à RI0 plus 0 puisque DI sur DT est égal à 0. Donc on aura dans ce cas-là que E est égal à R fois I0 plus R est 0. Donc on a ici l'inconnu, on cherche le R et le I0. Comment peut-on déterminer le I0 à partir de cette expression-là? C'est-à-dire R0, donc avec I0 est égal à UR max sur la valeur de R. Donc UR max c'est la valeur de 9 volts, le R c'est qu'on c'est 90. On fait remplacer le I0 dans cette expression, on aura le E est égal à R fois I0 c'est la valeur UR max plus R fois UR max sur R. Donc est égal à UR max, on place le R et 0 est égal à UR max plus le R fois UR max sur grand R. Donc l'expression maintenant on a le E moins le E, on fait passer le R max de l'autre côté, ce sera UR max qui est égal à R fois UR max sur grand R. L'expression ça nous donne R est égal R en facteur de E moins UR max divisé par UR max. D'après l'application numérique, c'est-à-dire on fait l'application numérique ici, donc on aura le R est égal à R c'est 90, le E c'est 10 volts, moins UR max c'est 9, divisé par UR max c'est 9, et on trouve enfin que R est égal 9 moins 10 moins 9 c'est 1, fois 90 divisé par 9 c'est 10 ohms. Et on aura la valeur de R est égale enfin à 10 ohms. C'est la valeur de la résistance interne de la bobine. Pour la troisième question, vérifiez que la valeur des coefficients d'inductance, c'est-à-dire la valeur de L, est égale à 0,2 N. Donc la valeur de L. Donc, puisqu'on a trouvé le R est égal à 10 ohms, et on a trouvé que l'auto est égal à 2 fois 10 moins 3. Donc l'expression qu'on a entre taux et L, on a 2 points. Taux est égal à L sur la somme des résistances R plus petit r. Donc dans ce cas-là, on trouve que l'expression de L est égale à taux en facteur de R plus petit r. L'application numérique, ça donne L est égal à taux, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 3. En facteur de R, c'est 90 plus 10 calculé, donc est égal à 2
fois 10 à la puissance moins 3 fois 100, donc est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 1, ce qui donne L est égal à 0,2 Henry. C'est la valeur de l'inductance ou le coefficient d'inductance de la bobine. Ça, c'est pour la question 3. Maintenant, passons à la question 2. Question 2, c'est l'oscillation libre dans un circuit LC en série. RLC en série. Pour obtenir des oscillations électriques libres, on remplace le générateur, c'est le générateur dans le circuit précédent figure 1 par un condensateur de capacité C initialement chargé. Le suivi de l'évolution de la tension IC au bord du condensateur en fonction du temps à l'aide d'un matériel informatique convenable permet d'obtenir la courbe de la figure 3. Donc si on a la figure 3 qu'on va voir après, c'est-à-dire qui représente la variation de IC en fonction de T. En revenant après. Donc, la question 2.1 représentait le schéma du dispositif expérimental et montrait ci-dessous le branchement du système d'acquisition permettant de suivre US de T. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a gardé le même circuit en remplaçant le générateur par le condensateur. Condensateur initialement chargé qui débite un courant d'intensité I. Le courant I, dans le circuit, ce sera le même sens ici de I. Dans tout le circuit en rouge. Donc, on veut visualiser la tension IC de T. Donc, IC de T, c'est la tension ici. Donc, la tension, on la représente IC de T. IC de T. Donc, pour visualiser cette tension, on va le brancher la voie Y de l'oscilloscope avec la masse, ce qu'on appelle la masse de l'oscilloscope. Donc, si on a toujours la masse C dans l'origine de vecteur et la voie Y à l'extrémité du vecteur. Donc, ce montage le permet enfin de visualiser sur l'oscilloscope le système informatique, la tension IC de T. La deuxième question, on vous demande d'établir l'équation différentielle vérifiée par IC de T. Donc, dans ce circuit-là, on va représenter les autres tensions. Donc, on a toujours en convention récepteur, on aura ici le IR de T. Ici, on aura le IL de T. Donc, d'après la loi d'additivité de tension, d'après la loi d'additivité des tensions, on a deux points. Donc, la tension IC de T plus IL de T plus IR de T est égal à 0. Puisqu'on cherche à établir l'équation différentielle qui vérifie la tension IC de T, donc on laisse le IC, on va remplacer le IL. Donc, commence par IL de T est égal à L DI de T plus RI de T. Et le IR de T est égal à R fois I de T. Avec I de T est égal à C DUC de T sur DT. Et la dérivée de I, c'est-à-dire DI de T, est égal à C, la dérivée seconde de IC de T sur DT au carré. Donc on remplace, on trouve enfin que le IC de T plus IL. IL, c'est L, C D carré, IC dt sur dt carré, plus R fois C, DUC sur dt, plus IR de T, c'est R, C, DUC sur dt, le tout est égal à 0. Donc, le L, C, D secondes de UC sur dt carré, plus R plus petit r en facteur de C DUC sur dt, plus UC de t est égal à 0. Soit on laisse l'équation différentielle sur cette forme, soit on divise par SC. Si on divise par SC, on trouve enfin que d carré UC de t sur dt carré, plus R plus petit r sur L DUC sur dt plus 1 sur LC UC de t est égal à 0. Et c'est ça l'expression de l'équation différentielle
vérifié par la tension IC de T. Ça, c'est pour la question 2.2. Passons maintenant à la question 2.3. Donc, dans la question 2.3, on demande ici de calculer la valeur de la capacité du condensateur, sachant que la valeur de la pseudo-période est égale à celle de la période. Donc, la pseudo-période T0 est égale à T est égale à 2pi racine de LC. Ce qui implique qu'on va, puisqu'on cherche la valeur de C, on va enlever le tout au carré. Donc, on trouve que T au carré est égal à 4pi au carré fois LC, avec C est égal à T au carré divisé par 4pi carré fois L. Donc, pour la valeur de T, on va la définir par le graphe, à partir du graphe de la figure 3. Donc, ici, on va déterminer la valeur de T d'après, bien sûr, le graphe de la figure 3. On a T est égal. Donc, dans cette figure, voilà la figure 3. On a ici la figure 3. Donc, pour la valeur de T, par exemple, on prend ce point-là, avec celui-là. Donc, on aura ici la valeur de T, c'est-à-dire la pseudo-période. On projette et on trouve que T, ça représente 0 et 18, ça fera 18. Donc, T est égal, bien sûr, à 18 millisecondes, d'après la courbe de la figure 3. Donc, dans ce cas-là, 18 millisecondes, c'est-à-dire 18 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Faisons l'application numérique ici en exploitant la relation trouvée déjà. C est égal à 18 fois 10 à la puissance moins 3 au carré sur la valeur de 4pi au carré fois L qui est déjà trouvée, qui est égal à 0,2. Donc on aura 0,2. Après calcul, on trouve que la valeur de C est égale à 4,1 fois 10 à la puissance moins 5 farad. On peut aussi l'écrire égal à peu près à 41 microfarad. Donc, c'est ça la valeur de la capacité C du condensateur monté en série dans le circuit RLC. Maintenant, passons à la deuxième question, c'est le 2.4. 2.4, la question 2.4, on demande de déterminer la valeur de E1, l'énergie du circuit à l'instant T est égal à 36 millisecondes. Lorsqu'on dit l'énergie du circuit, c'est l'énergie totale. Donc E1, ça représente l'énergie totale. Et puisqu'on a dans le circuit RLC, on a un condensateur qui stocke énergie. Une énergie représentée sous forme d'énergie électrique, on la note EE, plus l'énergie stockée dans le compte de la bobine, qu'on note l'énergie magnétique EM, avec, bien sûr, EE est égal à 1 demi CIC au carré, et EM est égal à 1 demi LI au carré, c'est-à-dire l'expression de chacun des énergies qui forment l'énergie totale du circuit. Donc, on commence de calculer l'une des énergies. On commence par exemple par EE. Donc, EE est égal à 1 demi CIC au carré. À T est égal à 36 millisecondes. Donc, 36 millisecondes, c'est en ce point-là. Donc, on a la valeur, on projette, on trouve la valeur de IC, c'est ici. C'est-à-dire la valeur de IC, c'est entre 3 et 6, c'est 4,5. Donc, à T est égal, on a IC est égal à 4,5 volts. Enfin, on aura le EE est égal à 1 demi fois CIC au carré est égal à 1 demi fois C, c'est 4,1 fois 10 à la puissance moins 5 fois IC, c'est 4,5 au carré. Après calcul, on trouve que EE à l'instant T est égal à 36 millisecondes est égal, bien sûr, d'après le calcul, on trouve qu'il est égal à 4,15 fois 10 moins 4. 4,15 fois 10 à la puissance moins 4 joules. Donc, c'est la valeur trouvée de EE. Qu'est-ce que nous reste maintenant? C'est calculer le EM. EM est égal à 1 demi LI carré. Faites attention. Dans le cas de l'énergie magnétique, puisqu'on cherche à trouver l'expression qui est la valeur d'après l'expression 1 demi L carré, L c'est une constante qui est égale à 0,2, il nous reste le I. La courbe ici, ça représente le IC en fonction du temps.
C'est-à-dire, on n'a pas le I de t. Donc, avec, bien sûr, déjà utilisé, I de t est égal à C, DUC sur DT. DUC sur DT, qu'est-ce qu'elle représente pour la courbe? Avec, faites attention ici, DUC sur DT, ça représente la pente ou le coefficient directeur de la tangente, la pente de la tangente à la courbe. Et puisqu'on est à l'instant 36, bien sûr, on va représenter ici seulement la partie de la courbe. Par exemple, comme ça, on a un pic ici, c'est-à-dire à t est égal à 36 millisecondes. Si on trace la tangente en ce point, ça sera une droite horizontale. Ça, c'est la tangente à l'instant t est égal à 36. Puisque la tangente, ou la tangente c'est ça, la tangente t est horizontale, sa pente est égale à 0. On aura dans ce cas-là que DUC sur DT à t est égal à 36 millisecondes est égal à 0, ce qui implique que I à l'instant t est égal à 36 millisecondes est égal à 0, ce qui implique que EM à l'instant t est égal à 36 millisecondes est égal à 0. Enfin, on trouve la valeur de E1, c'est-à-dire l'énergie totale du circuit à l'instant t est égal à 36 millisecondes. La somme des deux, ici on a 0, 4,5, donc est égal à 4,15, pardon, fois 10 à la puissance moins 4 joules. C'est ça la valeur de l'énergie totale. Vous faites attention, toujours lorsqu'on vous demande de déterminer l'énergie totale, il faut savoir comment exploiter la courbe, surtout lorsqu'on vous donne IC. IC, on prend la valeur directement graphiquement, mais la valeur de I, c'est là, il dépend de la dérivée, c'est-à-dire la pente. Lorsqu'on est en ce point-là au maximum ici, soit en ce point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, toujours la pente c'est nul. Le DIC et le DT est égal à 0, c'est I est égal à 0. Mais si on se trouve en ce point-là, on peut tracer la tangente comme ça, et on cherche la pente pour trouver enfin la valeur de I. On passe maintenant à la dernière question, c'est la question 2,5. Pour la question 2,5, justifier des points de vue énergétiques, le régime oscillatoire qu'on a dans la courbe de la figure 3. Donc, d'après la figure 3, on a IC de t diminue progressivement. Donc, lorsqu'il diminue progressivement, donc, IC de t diminue, donc EE de t diminue aussi progressivement. Et si on a diminution de IC, de EE, donc on a l'énergie totale en fonction du temps diminue aussi. Diminue progressivement. Donc, qui provoque cette diminution? Bien sûr, à cause de l'existence de la résistance du circuit, c'est-à-dire R plus petit r, à cause de la résistance qui dissipe une quantité d'énergie en chaleur. Ce qui provoque bien sûr la diminution de l'amplitude des oscillations. L'amplitude des oscillations, il nous donne enfin ce qu'on appelle le régime oscillatoire, c'est-à-dire régime oscillatoire pseudo-périodique. C'est-à-dire des oscillations amorties ou des oscillations libres amorties. C'est bien.